Bonjour à tous, je pense qu'on va démarrer pour cette session, cette nouvelle table ronde. Avant tout, déjà, je suis heureux d'être avec vous cet après-midi avec nos trois intervenants. Je vais commencer par un petit tour de table et puis ensuite on pourra passer aux échanges. On gardera à peu près 5 minutes en fin de session pour des questions-réponses et évidemment, on est tous disponibles après la table ronde. En quelques mots, Adamo, peut-être je commence par vous. Vous avez une solide expertise sur toute la chaîne de valeur hydrogène. Vous avez eu plusieurs postes dans ce secteur. Directeur général notamment pour l'Asie-Pacifique pour McPhy, que vous avez cofondé. Vous étiez également responsable du développement commercial mondial pour ThyssenKrupp. Vous avez également été directeur de la division hydrogène de Total Energy. Et enfin, vous êtes chair du groupe mobilité d'Hydrogène Europe. Bonjour. Ça marche, oui. Ça marche, parfait. Bonjour à tous. Alain, de votre côté, vous avez une longue expérience dans le management d'entreprise et en particulier dans le secteur des télécoms. Vous avez notamment cofondé Station E en 2018, on y reviendra dans la suite des échanges. Vous étiez président et CEO de eBlink, donc pendant 12 ans, vous avez créé en 2005, plutôt spécialisé sur les innovations dans les réseaux mobiles. Et enfin, vous êtes membre du comité de pilotage du plan souveraineté télécom, et notamment sur la relation PME et grands groupes. Et enfin, à votre droite, Nicolas Carboni. Vous œuvrez depuis une vingtaine d'années sur des sujets d'innovation, de transfert de technologie entre des acteurs publics et privés. Vous avez été notamment directeur général de la région Grand Est, en charge de l'attractivité, donc sur les sujets de recherche, d'innovation, d'économie. Et puis vous êtes maintenant directeur général du groupe Telos, une ETI qui œuvre sur les infrastructures de réseau et également, on pourra y revenir. Donc Bonjour merci à tous les trois d'être là aujourd'hui. Peut-être pour démarrer, et avant de discuter plus spécifiquement du sujet du déploiement des infrastructures de recharge, en quelques mots, j'aurais aimé savoir dans quel contexte, dans quel cadre, quel est l'enjeu plus global finalement de ce sujet. Et peut-être Adamo, si vous voulez démarrer par quelques chiffres. Ouais, avec plaisir. En fait, ça, on est là en train de discuter de déploiement d'infrastructures, de bornes de recharge, de mobilité. Mais pourquoi, en fait, pourquoi faire cela ? Quelle est la vraie finalité ? On s'est rendu compte qu'il faut, la priorité, c'est de décarboner. Deux chiffres, je ne vais pas en donner beaucoup. On sait qu'on émet en France à peu près 500 millions de tonnes de gaz à effet de serre, dans lesquels il y a à peu près 350 millions de tonnes de CO2. Et encore, on a la grande chance en France d'avoir une électricité très peu carbonée. Dans d'autres pays, c'est encore pire. Donc c'est ça l'objectif, c'est de décarboner. Décarboner dans plusieurs marchés, plusieurs applications, que ce soit l'industrie, la production de l'acier, l'ammoniac, la chimie. Et vous voyez l'usage du chauffage, le bâtiment, qui sont plein d'activités qui utilisent beaucoup qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et de CO2. Et la mobilité, juste pour arriver, ça représente une part de environ 20-25% des émissions de CO2 en France. Et donc c'est un gros sujet sur lequel il faut s'attacher et voir quelles sont les solutions. Et ensuite, on va parler un peu plus détaillé, quel type de technologie, quel type d'usage. Merci pour cette introduction. Si on se focalise à ce moment-là sur le transport, peut-être Nicolas, si vous avez quelques éléments pour rentrer sur les sujets des collectivités, comment elles attaquent ce sujet de la décarbonation des transports ? Je dirais que pour une collectivité, en tout cas une région, elle l'aborde dans un cadre plus large, parce qu'il faut aborder à la fois les sujets de production et d'usage, et puis dans ces usages, bien distinguer ce qui relève de l'industriel, des mobilités, de ce qui relève du résidentiel. Et puis aller faire levier, évidemment, sur les partenaires dont le cœur de métier sont là-dessus. Les régions travaillent énormément avec l'ADEME, comme toutes les collectivités, mais de plus en plus capitaliser sur des partenaires privés qui peuvent amener à la fois des expertises et une capacité d'investissement, de sorte que l'acteur public se positionne davantage en stratège et à créer un environnement que systématiquement et uniquement en financeur. Et on voit progressivement le rôle de l'acteur privé se développer sur la manière dont on peut adresser ces enjeux dans des bonnes articulations entre le public et le privé. Je laisserai Alain développer un petit peu ce que peut être le rôle d'un acteur privé dans la décarbonation des mobilités et le déploiement d'infrastructures. Mais au niveau des industries, on commence à voir des modèles, par exemple dans des nouvelles générations de zones industrielles ou de zones d'activité, où, au fond, la collectivité, elle amène un foncier,
mais c'est un ou un collectif d'acteurs privés qui va investir et déployer un bouquet de ressources ou de sources de production d'énergie décarbonées. Nous, en ce moment, sommes impliqués dans l'aménagement d'une centaine d'hectares. On déploie un réseau de chaleur avec une chaufferie biomasse à 85% de NR, un peu plus d'une vingtaine d'hectares de photovoltaïque, une station de production hydrogène. On va faire un peu de géothermie très basse énergie pour les petits bâtiments tertiaires. Et tout ça sont des investissements portés par un pool d'investisseurs privés pour servir des besoins industriels. C'est juste le cadre qui est mis en place. Donc le rôle du secteur privé dans la capacité à créer, à déployer, à financer, à opérer des solutions qui vont nous aider à aller vers cette neutralité carbone à horizon 2050 va aller en grandissant. On en a quelques illustrations ici. Peut-être pour ajouter, ce qui est important, c'est cette mise en commun et cette agglomération et de prendre un peu de hauteur et de ne pas travailler en silo. On parle d'électricité, on parle de gaz, on parle d'énergie, on parle de toutes ces ressources d'énergie. Maximiser tout ce qui est local, un circuit court, mais ensuite voir aussi tous les usages. Et c'est important de connecter tout ça. Je pense qu'on avait toujours l'habitude de comprendre l'électron d'un côté, le gaz de l'autre, le pétrole de l'autre. Et tout ça, ça interagissait très peu parce que ça marchait bien et puis parce que c'était optimisé au cours des décennies passées. Aujourd'hui, il faut être plus smart, entre guillemets, et mettre tout ça ensemble, trouver l'optimum, parce qu'à la fin du compte, il faut que ce soit économique, parce que si ce n'est pas économique, c'est très compliqué. Et il faut juste le coup de pouce de départ des pouvoirs publics, mais il ne faut pas attendre des pouvoirs publics que ça fasse tout. Et si on reste dans ce cas-là sur ce sujet de technologie et d'usage d'ailleurs, est-ce que finalement il faut parier sur une technologie en particulier pour un usage? Comment elles sont complémentaires entre elles et finalement à quoi elles répondent individuellement? Je vais commencer parce que j'ai terminé. Je pense qu'il n'y a pas une solution qui répond à tout. Ce qu'il faut, c'est mutualiser et bien voir quelle technologie répond à tel usage. Pour la mobilité, typiquement, on a eu le luxe pendant des décennies d'avoir un produit très peu coûteux où on allait creuser un trou et on prenait quelque chose gratuitement. On oubliait les milliers d'années que la Terre a mis pour produire ces produits, que ce soit le gaz et le pétrole. On tirait, ça coûte rien, quoi, entre guillemets. On prend et on utilise. Aujourd'hui, il faut être un peu plus analytique sur les usages et on vivait dans un luxe. Je veux dire, il y a des fois, typiquement, il y a des personnes qui font le plein de leur voiture une fois tous les 2 mois. Ils pourraient faire tous les mois et déjà, ça permettrait d'avoir d'autres technologies. Donc, bien analyser les usages. Alors, et on va aller dans l'ordre de mérite. On va électrifier, c'est clair, c'est important d'électrifier. Mais l'électricité ne se stocke pas bien et se transporte très mal. Donc il faut trouver d'autres vecteurs qui vont aller un peu plus loin que simplement l'électrification. On stocke très peu d'énergie sous forme de batterie dans le monde. C'est quelques secondes de nos besoins en électricité. C'est rien du tout. Par rapport à 6 mois de stockage de gaz. Faites le ratio entre quelques secondes et 6 mois. Il y a un effet multiplicateur très important. Donc la chimie est importante. Donc il faut coupler tout ça. Et en fonction des usages, moi je vais parler 2 mots sur l'hydrogène. L'hydrogène est quelque chose de très bien parce qu'en fait, c'est une voiture électrique dans laquelle on va produire de l'hydrogène et qui va donner plus d'autonomie. Et l'hydrogène donne l'avantage d'avoir beaucoup d'énergie embarquée et un temps de recharge très court. Et c'est ça les 2 avantages. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre l'hydrogène partout et vice-versa. Il ne faut pas pousser les technologies au-delà de ce pourquoi elles sont optimisées. J'allais mentionner, je crois que le secteur privé peut faire des paris. Le secteur public, il doit, au fond, prendre plutôt une stratégie d'environnement. Je ne pense pas opportun qu'une collectivité, une région ou même l'État disent nous, on est convaincus qu'à horizon 20 ans, tous les véhicules, toute la mobilité sera sur hydrogène. Parce qu'on est à peu près certain de perdre ce pari-là. Et au fond, sa responsabilité est plutôt de faire émerger et de favoriser le développement d'un environnement et d'une infrastructure ouverte qui permet d'accueillir un panel, un éventail de sources d'énergie qui satisferont différents besoins. Les certitudes, surtout avec une cinétique de l'évolution des technologies et des innovations, honnêtement, d'anticiper à horizon 20 ans où on en sera, ça relève quand même un petit peu de la boule de cristal. Moi, j'ai souvenir, je travaillais il y a un peu plus de 20 ans, j'avais travaillé pour une boîte au Canada qui s'appelait Ballard Power System, qui faisait des piles à combustible
Ça a été la première installée qui faisait tourner un McDo. Il y en avait dans un hôpital. Et ils avaient levé à peu près 1 milliard d'euros des grands constructeurs automobiles pour développer le moteur. Et ils étaient absolument persuadés qu'à horizon 15 ans, donc il y a 10 ans, on arriverait à des coûts de motorisation en dessous de 15 000 $ pour un moteur pile à combustible. Aujourd'hui, on sait très bien, en tout cas, les prévisions de la PFA, à horizon 2035, pour les véhicules légers, les piles à combustible, ça sera la grosseur du trait encore. Donc, c'est très risqué de faire ces paris-là. Il faut simplement s'assurer que les infrastructures et l'environnement qu'on développe permettent d'accueillir et de faire émerger un panel diversifié d'énergie pour différents types de besoins. En tout cas, dans le secteur privé, parce que nous, on est l'entreprise privée, quand on regarde, je ne sais pas si on peut parler de paris, on parle surtout d'observation. Je reviens sur l'exemple des 15 ans. Il y a 15 ans, on consommait de l'énergie à la maison, à l'entreprise, on mettait de l'essence dans sa voiture et on téléphonait. Et puis est arrivé le smartphone. Donc les téléphones ont commencé à avoir des applications, les voitures ont commencé à être connectées. Vous voyez maintenant, dans toutes vos voitures, il y a du Apple Car ou du Android, et elles sont devenues électriques. Donc on a ces grands domaines électriques, télécom, etc., qui sont des grandes verticales en économie mixte, avec des plans souverains comme ça, et puis ils ne se parlent pas. Donc en fait, moi je pense pour décarboner, le pari en tout cas que nous on fait, c'est qu'on prend trois éléments. Le premier, c'est des technologies. Je vais vous prendre un exemple, je vais améliorer la voiture pour émettre moins de gaz à effet de serre. Et puis quelqu'un à côté, il ne va pas parier sur la technologie améliorer la voiture, il va dire moi je vais faire de la visioconférence. Parce que si je fais de la visioconférence, j'évite le déplacement. Donc je n'ai pas fait un pari technologique, j'ai fait un raisonnement sur les usages. Et puis il y a aussi un élément, ce qu'on appelle en anglais le carbon footprint ou l'empreinte carbone, où là on raisonne sur de la mutualisation. Et on dit donc on met des technologies qui sont dans ces grandes verticales, on vient les mutualiser pour avoir moins d'empreinte carbone quand on installe éventuellement une solution. Et surtout, on pense aux usages, comment va se comporter la population, quels sont ses besoins. Et là, à ce moment-là, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas prendre les choses séparément, je pense. Juste pour ajouter un petit point, je pense que ce n'est pas le pari sur la techno, comme tu le disais. Le pari sur la techno, c'est l'entrepreneur qui doit la prendre. C'est lui qui doit prendre. Ce qu'il faut, c'est donner l'objectif, c'est décarboner. C'est ça vraiment le driver. Et donner la possibilité aux technos de trouver leur chemin et de trouver leur marché. Mais je voudrais finir sur une chose, c'est que pour les voitures, par exemple, ça va être électrique. Enfin, même qu'elles soient hydrogène un jour, à la fin, il y a un moteur électrique quelque part. Il faut aussi observer que dans l'industrie, on a des dizaines et des centaines de milliards d'euros investis par ces grands industriels pour faire des gigafactories de bâtis électriques, des véhicules électriques. Donc, à un moment donné, on va arriver sur le marché. Donc, c'est plus maintenant que c'est ça, c'est là qu'il faut s'adapter, raisonner et se dire maintenant que c'est ça, qu'on soit d'accord ou pas avec la batterie, comment elle est faite, comment elle va se recycler. Finalement, comment va-t-on être intelligent pour pouvoir justement optimiser au maximum cette décarbonation ? Et les coûts vont baisser sur toutes ces technos. On prend juste le prix du mégawattheure photovoltaïque en France en 2010, une dizaine d'années, c'est 10 fois plus cher. On a divisé par 10 en 10 ans. Pareil pour toutes les autres technos, ça va baisser énormément avec le développement des choses comme Ballard qui aujourd'hui investit énormément et devient très très en avance. Maintenant, si je me place du côté de l'usager, demain je veux recharger ma voiture dans un des carburants dont on a parlé, une énergie. À quoi ressemble la station dans laquelle je vais entrer d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans ? Alors, station, on pense à station-service. Quand j'étais petit, donc il y a longtemps, on allait avec mes parents, on partait, puis on allait chercher de l'essence. Donc il y avait l'autoroute, et puis sur l'autoroute, il y avait une station essence. Alors, je ne suis pas de l'époque où on pompait, il y avait quand même un minimum. Mais on s'est rendu compte que sur ces stations, une fois que les gens s'arrêtaient, des entrepreneurs ont compris qu'il fallait mettre un restaurant à côté, etc. Donc on voyait qu'à partir du moment où on avait une station, on allait y ajouter un certain nombre de services, des aires de jeu, etc. Je pense que la station de demain pour la voiture électrique, et si on parle de décarbonation, il faut que sur la même station, on y ajoute un certain nombre de services qui sont de toute façon nécessaires à la population. Je vais prendre l'exemple dans un village rural, moins de 500 habitants. Si on veut mettre un chargeur électrique puissant, il va falloir y ajouter quelque chose parce qu'il va d'abord être peu utilisé, mais on va pouvoir y ajouter peut-être des télécommunications parce qu'on met une structure. Donc là, on mutualise,
on mutualise les travaux, on baisse le carbone footprint, et donc on va déjà mettre 2 services. Vous entendez maintenant parler des casiers connectés, on va pouvoir y mettre de l'autopartage dans certains villages, et donc on va pouvoir, au travers de cette station, y ajouter des services attendus par la population, et donc continuer à la fois à développer l'économie, tout en faisant, en décarbonant au maximum le transport. Et pour rebondir là-dessus, c'est la déclinaison mobilité de mon point de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, c'est une initiative privée et un investisseur privé au final qui prend le relais pour accélérer le déploiement de bornes de recharge. Pourquoi ? Aujourd'hui, en dehors des réseaux autoroutiers et des zones urbaines extrêmement denses, s'il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas de bornes de recharge. Parce que le modèle économique ne s'équilibre pas. Donc c'est l'entrepreneuriat et l'initiative privée qui imaginent un concept qui permet de cumuler des services additionnels, donc des flux de revenus additionnels, donc qui rend l'investissement attractif, qui fait qu'aujourd'hui, les bornes qu'Alain déploie s'affranchissent de la subvention publique. Et c'est un investissement rentable en tant que tel, et ça accélère le déploiement. Donc c'est encore une fois une autre illustration du fait que le relais est pris par le secteur privé quand l'environnement et le drive, les incitatifs sont là. Et au-delà, je dirais peut-être pour ajouter, c'est des stations multiservices, mais c'est aussi ce qu'on voit apparaître de plus en plus, des stations multi-énergie, pour permettre les différentes technologies de trouver leurs sources d'énergie électrique, biogaz, qui est hydrogène. Enfin, on va retrouver toutes les sources d'énergie qui sont dans l'objectif de décarboner. C'est ça qui va se développer. Au-delà de la recharge possible aussi à domicile et au travail, mais c'est aussi ces multi-énergies. Je vais prendre l'exemple c'est il y a 15 jours, on est content puisqu'on a gagné un projet avec la SNCF, on va charger des trains. On dit, tiens, le train électrique, ça existe déjà, mais il y a 9000 km de lignes de train à essence, et donc on cherche des solutions, on développe des solutions pour, d'un côté de la gare, avoir la station, qui va charger donc les voitures, les motos. Je suis motard, donc il y aura des motos électriques à un moment donné. Et puis de l'autre côté, quand le train arrive, le wagon, il va falloir pouvoir le charger en électrique. Mais il faut penser déjà à se dire, mais un jour, il y aura peut-être de l'hydrogène pour ces trains-là qui vont aussi circuler. Il y en a déjà. Donc il faut avoir Allemagne du stockage énergie, du stockage hydrogène pour être capable d'avoir un train A qui vient et qui est hydrogène et le train B qui arrive, lui, il a les batteries électriques, des batteries intégrées. C'est un très bon exemple aujourd'hui, les trains à hydrogène. Il y en a déjà un qui tourne en Allemagne. Et puis en Italie, ils sont en train de développer plusieurs lignes d'hydrogène. C'est vrai que ça dépend de l'usage du train, la zone où l'électrification peut être compliquée et où la durée du trajet ne permet pas d'avoir assez d'autonomie avec la batterie. En fait, il ne faut pas opposer. L'électrique est très bien parce qu'il y a un très bon rendement. La batterie électrique donne un bien meilleur rendement, mais l'hydrogène apporte l'autonomie beaucoup plus importante et surtout le temps de recharge très court. Mais tout le monde n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, quand on recharge une voiture à hydrogène en quelques minutes pour 5 kg d'hydrogène, ce qui donne une autonomie de 800 km, ça équivaut à un superchargeur de entre 5 et 8 mégawatts. Je ne pense pas qu'on voit apparaître à court terme un chargeur où le mec va mettre son câble à 8 mégawatts dans son véhicule. Ça me semble un petit peu compliqué à court terme. Ça va fumer. Ça va fumer un peu, ouais. Il se pose également la question de la production de l'énergie plus localement. Si je reprends l'exemple du train, ou si vous avez d'autres exemples sur comment produire plus localement par rapport à cette consommation. Alors, maximum local, c'est sûr qu'il faut essayer de développer tout ce qui est local, parce que carbone footprint, parce que transport, etc. Mais il faut aussi être, entre guillemets, un peu réaliste par rapport aux assets, enfin ce qu'on a à disposition. Si je veux faire beaucoup de panneaux solaires à Essen, je prends les exemples de ce qu'on faisait en Allemagne, ça n'a pas de sens. C'est très compliqué, les surfaces, les rendements ne sont pas là. Donc il faut produire au plus local, mais aussi être interconnecté. Je pense que mettre trop de frontières n'est pas bon aussi. L'équilibre et l'échange, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est diversifier les ressources. D'être complètement autonome, à ce moment-là, on va créer encore des secteurs qui vont se dépérir, parce que tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Donc c'est pas bien non plus. Il faut pouvoir amener de l'énergie à ceux qui n'en ont pas. Et donc il faut aussi échanger. De l'électrique est très bien en local. On peut faire du soleil et du vent
et du nucléaire. On en a chez nous, donc utilisons-le. Mais il faut aussi échanger de l'énergie avec des zones proches. Non, j'allais juste mentionner que l'enjeu central, il est de produire décarboné. Et avant tout, c'est ça, et de casser les idées reçues. Alors, une anecdote bête, mais mon fils de 16 ans était sur l'impression que le nucléaire était carboné. Que le nucléaire, c'était pas bien parce que ça produisait du CO2. Et donc, si on voulait décarboner, il fallait arrêter le nucléaire. Et je ne suis pas sûr que cette perception soit pas... que ce soit un cas isolé. Donc, l'essentiel, c'est de produire décarboné. On a la chance d'avoir une infrastructure qui est production centralisée à la base, qui produit pour pas très cher. Moi, j'ai longtemps vécu au Canada. Il y a beaucoup d'hydroélectricité au Québec et c'est une chance. C'est là-dessus qu'il faut pousser. Après, si on peut faire un peu en distribuer en local, tant mieux. Mais le cœur de l'enjeu, c'est de décarboner la production. Et si on regarde l'Allemagne, on voit bien le sujet. Puis, il faut aussi une adhésion des... Encore une fois, il faut qu'on pense à la population. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple, on a signé un contrat avec le premier producteur solaire indépendant en France qui s'appelle Ténergie. Ils ont 1000 sites, donc ils ont 1000 sites avec des fermes solaires, alors des très grandes, des plus petites. Et en fait, on se rend compte qu'à partir du moment où ces gens-là sont capables de produire de l'énergie pas chère, parce que le prix du soleil ne va pas changer d'ici 20 ans, après, il y a les marchés qui changent, mais à partir du moment où on a un accord sur des contrats très long terme, comme on a pu voir dans le pétrole après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire, tiens, moi, pendant 20 ans, d'énergie, j'aimerais acheter l'énergie à 12 centimes le kilowattheure pendant 20 ans. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais pourquoi c'est important ? Bien sûr, c'est pour dire, je vais acheter l'énergie moins chère, parce que derrière, il y a des gens qui vont venir se charger chez moi. Mais au-delà de ça, c'est pour avoir le prix le meilleur pour la population. Et quand on est le meilleur pour la population en termes de services, eh ben on se rend compte que finalement les gens ils adhèrent à ça, ils disent bah oui je vais passer à l'électrique, bah oui finalement c'est dans mon intérêt. Et aujourd'hui il y a un peu une désinformation sur les chargeurs électriques en particulier, quand on voit finalement on croit que c'est la poule aux œufs d'or et qui risque de payer si on ne fait pas ça, bah, ce sont la population, parce que des grands industriels vont dire bah moi ça va être 60, 70 centimes le kilowattheure, comme on entend des fois. Et puis finalement, c'est au détriment de l'accélération de l'adhésion du véhicule électrique, alors qu'il suffit de laisser des espaces aux entreprises privées avec des redevances pas trop élevées, parce que la population va pouvoir finalement, elle, bénéficier de ces tarifs. On l'a vu un peu dans le télécom, dans le mobile, il y a un 4e opérateur qui est arrivé et qui a cassé le prix du jour au lendemain. On a quand même la chance en France, du coup, d'avoir des prix d'abonnement en téléphone mobile qui sont moins élevés qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous payez $100 par mois pour avoir le téléphone. Alors qu'en France, on dit on râle un peu parce que c'est pas couvert, mais en réalité, c'est parce qu'il y a bien des opérateurs qui ont compris pourquoi on mutualisait des services et pourquoi on pouvait faire à une pièce de 2 € pouvoir s'abonner au téléphone. Et sur l'énergie, il faut aller vers la même chose. Il ne faut pas aller sur l'autoroute. Moi, quand j'y vais, j'ai plus qu'une voiture électrique, mais quand je paye 70 centimes la minute pour me charger sur l'autoroute, j'ai l'impression qu'on me vole. Et justement, dans ce cas, comment on fait pour que cette future station multiservice soit rentable pour l'opérateur privé ? Quelles sont les différentes couches de services qu'il met en œuvre et les couches de rentabilité également, pour qu'à la fin, il retrouve son équilibre ? En fait, c'est facile à comprendre, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais ce qu'il faut, c'est avoir physiquement une station. Sur cette station, je prends un exemple, quand on ajoute des télécoms, l'opérateur privé vient mettre son chargeur dans un village de 500 habitants. Le chargeur n'est pas très rentable, mais là justement il y a Orange ou SFR ou un opérateur de fibre qui veut venir, et lui justement, comme il mutualise, il participe au prix de l'installation de la station et à son fonctionnement. Et du coup, là je prends juste ces deux sujets, mais je pourrais venir aussi avec les casiers connectés ou encore l'autopartage. Et on se rend compte que du coup il y a une robustesse dans le modèle économique. Mais comme j'ai dit au tout début, il faut penser transversal, il ne faut pas penser une verticale, juste le chargeur ou juste la téléphonie. Et donc du coup, on donne une très forte rentabilité à la solution, enfin robustesse, le retour sur investissement est plus court, et ça veut dire qu'on peut aller voir des collectivités comme on fait aujourd'hui, ça ne paye pas 1 centime. On leur dit voilà, donnez 4 mètres carrés, on paye l'installation, le raccordement, on met tout ce qui vient, et puis derrière, la population, il y a une carte, ils viennent et ils se chargent à des prix qui sont très digeste par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Notre objectif à nous, c'est que vous puissiez payer comme chez vous. C'est que vous venez, vous allez vous charger, ça va coûter, je sais pas, 18 ou 17 centimes, je sais pas, chez soi, ça dépend des... Voilà. Et pas des tarifs qu'on voit maintenant, on a l'impression que ça va remplacer des prix du pétrole. Voilà.
Peut-être, Adamo, une autre question, plutôt sur l'impact ou la manière de voir la station à plus long terme. Dans quelle mesure elle sera impactée notamment par des changements de mobilité, changements d'usage? Est-ce que des nouvelles mobilités viennent impacter le futur de la station? On voit apparaître plein de cas de figure aujourd'hui, des ventes, j'ai vu là en faisant un tour sur les stands des offres de vente de kilomètres, de services. En fait, la mobilité, je pense qu'il y a deux grandes catégories. La mobilité professionnelle, qui est une chose, où les industriels vont faire des calculs économiques, le prix au kilomètre, transport, bus, chariot élévateur, où là c'est vraiment un outil industriel et une analyse économique. La mobilité personnelle est un petit peu plus complexe à saisir parce que l'homme n'est pas toujours raisonnable, sinon ça se saurait. Je veux dire, se balader avec une voiture qui pèse 1,5 tonnes, 90% du temps une personne dedans, cette voiture est 90% du temps stationnée. Je veux dire, il y a un petit peu, mais c'est aussi de la liberté. Il ne faut pas faire un retour en arrière non plus. Donc il faut donner la possibilité d'utiliser ça. Donc on voit avancer différents cas de figure. Et puis aussi, dans la mobilité personnelle privée, il y a aussi tout le monde n'est pas à la même enseigne. Quand on habite en ville ou qu'on habite un peu en dehors de la ville, c'est complètement différent, c'est complètement plus compliqué. Donc tout ça est en train de bouger, il y en aura des nouveaux services. On voit apparaître plein de solutions de partage, de véhicules sharing, enfin où on prend une application, on a la voiture en bas, de vente au kilomètre pour débugger un peu les premiers sujets. Donc tout est encore en train de se mettre en place. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en place. Et finalement, entre tous ces services au moment de la recharge, entre un prix de l'énergie qui va potentiellement baisser, est-ce que demain on paiera encore l'énergie ou on paiera tout ce qui est autour? Alors là, j'avais peut-être une idée aussi. Je me dis, aujourd'hui, vous en avez parlé, on parle toujours du prix de l'électricité, la REN, etc. On sait qu'à la centrale, on est autour de 40 € du mégawattheure. Allez, en gros, on peut discuter. Et à la maison, on va payer dans les 200. Donc déjà, on se rend compte, tiens, c'est bizarre, on produit à 40, je paye 200, 250, en comptant les abonnements, etc. chez moi. Donc il y a 80% du prix payé par l'individuel, c'est quand même tout ce qui est autour, c'est du service, c'est pas la molécule, enfin c'est pas l'électron. Et ce spread, enfin cet écart, à mon avis, après, va encore augmenter, parce qu'on voit apparaître dans certains pays de l'électricité à 10 € du mégawattheure, en Espagne. C'est possible, ça se fait. En Moyen-Orient, au Maroc, à 20 ou 25 centimes dans la mer du Nord en éolien. Donc on voit apparaître un prix très, très bas, mais avec une contrainte, c'est que là-bas, c'est 10 ou 20 € du mégawattheure, c'est intermittent et c'est pas contrôlé. Donc c'est là l'inconvénient. Et donc ça augmente encore le coût du service. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à payer plus de services que d'électrons. Et donc moi je pense que vraiment la grande valeur de demain dans l'énergie, c'est le service. Le transport, où et quand. Je prends toujours l'exemple de la petite batterie A, je vous l'ai montré. Vous avez tous eu une petite pile A dans vos mains, on en utilise quelques milliards en France, je crois 4 milliards. Si vous calculez, parce que ça, où je veux, quand je veux, eh ben, là, le prix du mégawattheure dans cette batterie, c'est 200 000 € du mégawattheure. Par rapport aux 40 qu'on a en tête sur 200 000. Et on paye, parce que ça donne un service. Il y a... Moi, je pense qu'on peut anticiper une bonne nouvelle, c'est que on ne sait pas qu'on ne paiera plus les charges électriques quand tout le monde aura une voiture électrique, c'est que nous, chez Station, on pense qu'on achètera une voiture avec des kilomètres comme on achète un téléphone avec des gigas. Parce qu'aujourd'hui, ça se met en place, pour ceux qui sont un peu de mon âge, ils se rappellent qu'on payait le téléphone à la minute, ça coûtait cher au début. Je ne parle pas des grosses valises, mais je parle des premiers téléphones. Il faut bien se rendre compte que les opérateurs, les constructeurs automobiles, eux, leur boulot maintenant, pour gagner de l'argent, il faut ils vont être connectés, il y aura des services, ils vont gagner de l'argent à ce moment-là. Donc eux, ils vont vouloir vendre des voitures et ils vont vouloir les louer. Vous entendez, il y a de plus en plus de LOA en ce moment. Et ça gêne personne qu'on vous rajoute 15 € si jamais il y a un pneu qui est un peu clair. La peinture peut peut-être s'écailler, ça coûte 3 € M. Roland par mois. Donc on voit bien qu'ils vont intégrer dans la charge, ils pourront intégrer 30 000 km, 50 000 km de voiture. Donc vous, quand vous aurez votre voiture, ce qui vous intéressera, c'est finalement de dire je veux aller sur n'importe quel réseau, je ne vais pas avoir multicarte, etc. Donc ce seront les constructeurs auto qui vont négocier avec les opérateurs comme nous, et donc il n'y aura plus cette impression de payer.
En revanche, on aura une rentabilité, ça participera à la décarbonation parce que ça va tirer le prix vers le bas parce que les constructeurs auront tendance à avoir des voitures qui vont être compétitives en termes de prix. Et du coup, tout ça, va baisser le prix des charges, mais ça apportera une rentabilité à la station parce qu'on aura des garanties de consommation de la part des constructeurs. Et donc, normalement, on devrait arriver à décarboner. Enfin, moi, je pense que je suis plutôt optimiste de ce côté-là. Voilà. Oui, puis je pense qu'on aura, avec la connexion des réseaux, l'élargissement des flottes électriques, aussi, au fond, le consommateur sera aussi fournisseur. C'est-à-dire quand on n'aura que des véhicules électriques qui ont des batteries qui sont connectées toutes les nuits au réseau, ça fait aussi des outils de charge, de récupération et de redistribution. Et donc, ça permet aussi, au fond, de réduire le coût du kilowatt ou du mégawattheure pour celui qui le consomme, parce que parallèlement à ça, il offre un service. Écoutez, bravo, parce que vous avez réussi à tenir le timing qu'on s'était donné. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de conclusion, puis sinon il nous reste une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Qui sait qu'il y a une voiture électrique dans la salle? Non. On a des cartes station E pour vous, des cartes de charge. Qui sait qu'il y a une voiture hydrogène dans la salle? Un élément de conclusion ou d'anticipation, en tout cas, c'est que en début d'année, on était déjà sur des pourcentages de vente de véhicules électriques qui étaient au-dessus de ce qu'on prévoyait 12 mois avant. Je pense que poser l'hypothèse que, compte tenu du contexte européen, attention sur les marchés, prix des hydrocarbures, que ce phénomène va encore s'accélérer, ce qui fait que le basculement de la flotte va arriver probablement quelques années plus tôt que ce qu'on anticipait il y a peu de temps encore. Ouais, en fait, il y a plein de facteurs externes aussi. Pendant des années, on nous a dit prenez du diesel, c'est bien. Puis après, on s'est dit bon non, c'est trompé, prenez de l'essence, c'est très bien. Bon, il y a aussi ce facteur-là qui influence. Et donc, je pense qu'il faut garder en tête qu'il ne faut pas opposer les technos. Il n'y a pas une techno qui marche partout. Quelque chose qui est vrai dans un pays avec une géographie n'est peut-être pas vrai ailleurs. On va avoir un morcelage des technos et des solutions. Et d'ailleurs, tout le monde aujourd'hui, tous les constructeurs, ça s'est accéléré ces 2 dernières années sur l'hydrogène, bien sûr parce qu'il y a eu des plans, il y a 35 pays qui ont une feuille de route, il y a 90 milliards qui vont être injectés, parce qu'on se rend compte que pousser une technologie au-delà de ce qu'elle peut faire coûte très cher. Et donc, il vaut mieux prendre les technologies là où elles sont le bien, et c'est l'optimum économique au niveau infrastructure et au niveau déploiement. Donc, il ne faut pas opposer les technologies. Il faut prendre tout ce qui est bien pour décarboner, et c'est l'objectif final. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je me demandais justement, parce que j'ai commencé en voiture électrique il y a quelques années, et j'ai été surpris en fait du modèle économique de facturation, parce que j'avais travaillé avant dans les cartes pétrolières, et le système de cartes privatives, j'étais surpris que ça soit appliqué aux particuliers. Tant que c'est un marché de early adopters, entre guillemets, c'est un marché qui accepte ce genre de contraintes, mais est-ce que ça peut perdurer avec l'arrivée de la massification et des gens qui ont l'habitude de payer par carte à des stations, quoi? Aujourd'hui, il y a enfin pour moi, de ce que j'en sais, il y a un projet en France qui s'appelle Mobena, et dedans, il y a les constructeurs auto, il y a des entreprises comme Total Energy, et il y a ce qu'on appelle le plug and charge. Donc, on a créé la carte parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui avaient créé des chargeurs, et le moyen de payer, c'était les TPE étaient encore chers, donc du coup, on a mis des cartes déjà dans les bureaux, puis après, on s'est dit, il faut le mettre dans la rue, donc ils ont continué à faire des cartes. Et là, il y a eu plein de cartes, du coup, et plein de réseaux. Donc du coup, il y a une plateforme qui s'appelle Jirev qui s'est créée et qui a dit finalement, on fait faire ce qu'on appelle du roaming entre toutes les sociétés. Donc nous, on a une carte, elle est compatible avec 180 réseaux parce qu'on a signé 180 contrats sur la plateforme. C'est manuel, c'est très galère. Et le plug and charge, l'intérêt, c'est pour ceux qui ont une Tesla, ils le connaissent, c'est qu'ils vont chez Tesla, ils se branchent, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont une carte. Donc il va y avoir le plug and charge sur tous les véhicules d'ici 2026-2027. Et donc, on ne se posera plus tellement la question de la carte. Ce sera directement le constructeur automobile qui, lui, comme un device, comme un téléphone roulant, c'est la voiture qui va faire la transaction avec le réseau. Et donc, les constructeurs, ils vont se précipiter pour avoir des flux d'argent entre leur voiture et les propriétaires. Et donc, tout ça, ça sera transparent pour l'utilisateur, au bénéfice de l'utilisateur. Ce sera simple. Voilà.
Bonjour, Eric Dehandia. Je travaille dans un cabinet de conseil pour développer des infrastructures, notamment de distribution d'énergie. Et je voulais savoir ce que vous pensiez du cas d'usage des bornes de recharge qu'on essaie de déployer dans les centres commerciaux, parce qu'on parlait des usages difficiles à prévoir des particuliers. Bon, a priori, ceux qui ont des voitures électriques, ils installent des bornes chez eux. Ils n'ont pas forcément besoin de recharger en faisant leurs courses. Donc, j'aimerais votre avis. J'y retourne parce qu'il y a un phénomène intéressant qui se passe. Je vais donner plein de marques de centres commerciaux, comme ça ce sera fait. Auchan, Carrefour, Casino. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont dit, bon, bah, nous on a des parkings, les opérateurs de charge vont vouloir venir, donc on va leur faire payer très cher. Donc ils ont fait des appels d'offres, et puis dans la presse actuellement, vous voyez, chez certains, ils disent, regardez, ça y est, il y a les charges 150 kilos qui abîment les voitures. Ben, ouais, mais ça c'est un autre sujet, mais comme l'opérateur qui vient va payer très cher, qui va payer? À un moment donné, ça va être l'utilisateur. Et le problème, c'est que on commence à avoir des remarques des utilisateurs vers la marque du centre commercial en disant « je ne comprends pas, quand je viens chez vous, c'est cher ». Alors qu'au départ, ce n'était pas l'objectif. Et tout ça pour gagner quelques milliers d'euros de redevances par an. En fait, ça leur coûte des dizaines de milliers d'euros de gens qui finalement ne viennent pas et vont finalement aller sécher les autres. Donc on va avoir une sorte de bataille de prix de la charge dans les magasins. Il y a un très bon exemple à prendre, c'est ceux qui ont des stations essence près du magasin, et souvent ils disent j'ai l'essence à prix coûtant. Ça se fait depuis des années, c'est pas un hasard. Alors que là, sur le chargeur électrique, on trouve des trucs complètement scandaleux parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude et qui ne viennent pas justement du monde pétrolier, qui se sont dit finalement la charge, les gens sont prêts à payer très cher. Donc dans les centres commerciaux, il y a beaucoup de trafic, les gens y viennent, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont les moyens de le faire parce que c'est les premiers, les voitures sont chères, ils ont un peu plus de moyens. Mais vous verrez que dans 3, 4, 5 ans, quand la masse de gens avec des revenus un peu plus modestes auront des Dacia Spring, des voitures un peu moins chères, eux, les 60 centimes ou les 45 centimes, ils ne vont pas accepter. Donc il faut déjà être dans une logique de le prix doit être absolument moins cher pour mutualiser avec d'autres services. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Il y a peut-être aussi une maturité du marché aussi qui est en train de se mettre en place. Ils ont fait ça avec l'essence et les carburants parce que c'est facile, parce que c'était une commodité aussi, et comme on le disait, ça prend pas beaucoup de place. Donc il y avait cette similitude qui les a fait basculer vers l'électrique. Il y en a aussi pas mal maintenant, il y en a plein, Colruyt, Lidl, et les mêmes noms, je vais les citer, regardent aussi l'hydrogène, parce qu'ils se disent, l'hydrogène, c'est exactement la même chose là que l'essence. Ils viennent, on fait le plein, 3 minutes, et ils vont faire leurs courses. Donc ça va prendre aussi, ça va se mettre en place, je dirais. Aujourd'hui, c'est pas évident de savoir où ça va se placer, où les recharges vont se faire, enfin toutes les recharges, électriques, hydrogène, gaz, etc. Ça va bouger tout ça. Où est-ce que ça va se situer, où c'est optimum, où on a l'énergie optimale. Donc il y a un petit peu de tout qui va se passer. Ça marche aussi pour une collectivité. Je vais prendre au hasard, je vais prendre Le Havre. Au Havre, il y a eu un appel manifestation d'intérêt dans lequel finalement il y a Shell, qui est un pétrolier, qui a gagné l'appel à manifestation. Et en fait, ils ont été retenus parce que cette société vont payer 1 million d'euros par an à la communauté urbaine du Havre pour avoir le droit d'exploiter leurs chargeurs. Et du coup, le prix à la pompe, les gens vont payer 57 centimes le kilowattheure. Et l'explication que donne la ville, c'est de dire, peu importe qui c'est dans la ville, c'est vraiment pour expliquer le raisonnement des équipes techniques de la ville, je ne parle pas du maire, je parle vraiment des gens qui ont raisonné, ils se sont dit, on va pouvoir entretenir les routes avec cet argent. Donc on est en train d'expliquer aux Havrais qu'ils vont payer 57 centimes le kilowattheure pour entretenir les routes. Donc c'est une taxe. Alors que l'intérêt de la collectivité, je prends des petites villes comme Merlimont dans le Pas-de-Calais, près du Touquet, les maires ils ont dit finalement il n'y a pas une redevance très forte parce qu'ils savent, mais ils exigent que le prix des opérateurs qui viennent, il faut que ce prix ne dépasse pas un certain tarif. Il ne faut pas que ça dépasse 30 et quelques centimes, ce qui est déjà très digeste par rapport à un prix qu'on peut trouver chez soi. Donc il faut faire très attention pour les élus, pour le retour de bâton dans un an, quand on va se retrouver avec des gens qui vont penser que finalement on leur a dit d'acheter une voiture. Parce qu'on contraint un peu les gens quand même. Il faut en acheter, mais il faut aussi les aider à ce que finalement ils arrivent à rentabiliser beaucoup plus vite le véhicule dont le prix, comme tu disais tout à l'heure, va pas baisser tout de suite. Voilà. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est ce qui est en train de se discuter, c'est pas le prix du kilowattheure qui compte, ou le prix du kilo d'hydrogène, ou le prix du litre d'essence. C'est le prix du kilomètre. C'est ça qui va venir. Et là, ça va être... parce que ce qu'on veut, c'est développer des technologies qui ne font pas doubler le prix du kilomètre à la fin du compte.
être économique, être décarboné, mais aussi raisonnable au niveau du coût, quoi. Et c'est ça l'erreur probablement qui a été faite dans le déploiement de ces infrastructures. Bonjour, Gaspard Dubreuil, étudiant en master spécialisé développement durable à l'INSA de Lyon. Ça en est où le véhicule to grid? Est-ce que c'est dans les tuyaux ou est-ce que c'est encore hypothétique? J'ai un avis. Le véhicule to grid, en fait, on considère que, comme dans la voiture, il y a une batterie. On a imaginé que toutes ces batteries réunies stockent de l'énergie, donc on va pouvoir le remettre dans le réseau le jour où on en a besoin. Et donc, une première chose, moi, ma réaction, ça a été de demander, mais à Renault, par exemple, j'aurais dit, mais en un an, si j'accepte qu'on me prenne de l'énergie dans ma voiture, combien je vais gagner? Parce qu'ils disent, la réponse est entre 55 et 60 euros par an. Et donc, je dis, c'est pas énorme, donc ça incite pas finalement les gens à le faire. Donc il y a d'autres. Alors, le véhicule va exister dans tous les cas. Le véhicule to véhicule va exister parce que sur la même station, plutôt que de dire je remets de l'énergie dans le grid et ensuite je renvoie de l'énergie dans la voiture qui est à 3 mètres, on va peut-être plutôt faire en sorte que les voitures s'entraident et se chargent, voire on fera du véhicule to home, c'est-à-dire que quand j'ai ma voiture chez moi, même si elle est to grid, je ne vais pas l'envoyer dans le réseau pour ensuite récupérer l'énergie dans la maison. Je vais directement l'envoyer dans la maison et pas prendre de l'énergie là. Donc c'est encore très foisonnant. Ça ne sera pas prêt avant des années et des années. Mais c'est intéressant. Ce qui peut se passer, c'est qu'au moment de la signature de la location de votre voiture, on vous dise, Monsieur Carboni, si vous prenez la voiture et que vous acceptez, je réduis de 500 € le prix de la voiture si vous acceptez que de temps en temps on prenne de l'énergie dans votre voiture. Et là, au moment de l'achat, c'est différent. Parce que là, on se dit, tiens, j'ai une réduction, c'est souvent. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas souvent. Et à ce moment-là, on ne voudra pas gagner de l'argent, mais on se dira, tiens, j'ai économisé 500 balles sur ma voiture parce qu'on peut me prendre de l'énergie de temps en temps. Et là, ça pourra marcher. Mais imaginez que les gens vont dire, je veux gagner 55 €. Il y a des gens qui le feront, mais il y en a beaucoup, ils ne prendront pas ça. Ils ne voudront pas qu'on leur vide leur bagnole. Ouais, techniquement, c'est faisable, hein, on le comprend tous, c'est tout à fait faisable. C'est des problèmes de propriété aussi, de problèmes de se dire, bon, on va prendre de l'énergie dans ma voiture. Il y a un petit peu de psychologie liée à ça, mais c'est en train de se développer. Et pareil, encore une fois, idem pour toutes les technologies décarbonées. Pas uniquement la batterie, mais c'est aussi potentiellement des piles à combustible. Au Japon, il y a déjà des véhicules, les Toyota Mirai, qui remettent de l'électricité dans le réseau. Avec un moins bon rendement de ce côté-là, mais c'est aussi intéressant. Justement, j'ai une question sur la décarbonation et l'hydrogène. Aujourd'hui, la production d'hydrogène est extrêmement carbonée. Est-ce que... Alors aujourd'hui, la production d'hydrogène est extrêmement carbonée, donc à base de gaz, un truc comme ça, je ne suis pas expert. Quelle perspective est-ce qu'il y a, que vous avez aujourd'hui pour arriver donc à produire d'hydrogène à une échelle industrielle de façon décarbonée? Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'hydrogène, juste un petit mot, du latin vient de l'eau. Donc l'hydrogène en tant que molécule H2 n'existe quasiment pas sur Terre. Il faut aller la prendre quelque part. Et l'hydrogène s'est connecté soit à du carbone, et on a les hydrocarbures, soit à de l'oxygène, et on a l'eau. Et c'est de là qu'on a créé la première molécule d'hydrogène. Pour fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau, il faut de l'électricité. C'est le seul moyen de fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau, et de là de ne pas émettre de CO2 au niveau de la production. Sachant que globalement dans le monde, on utilise beaucoup d'hydrocarbures pour faire de l'électricité, ça ne faisait aucun sens jusqu'à aujourd'hui. Donc on fabriquait l'hydrogène à partir des hydrocarbures. Et malheureusement, quand on fabrique 1 tonne, on générait 10 tonnes de CO2. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on arrive à avoir de l'électricité pas chère, compétitive, économique, qui permet de fabriquer de l'hydrogène décarboné ou du nucléaire, qui est aussi décarboné, à partir de l'eau. Et c'est ça ce qui va être décarboné. Donc aujourd'hui, il y en a 5% des 70 millions de tonnes dans le monde qui sont faits à partir de l'eau. C'est très peu. L'objectif, c'est de passer à 20% d'ici 2030. C'est énorme comme changement. Et de croître aussi cette quantité. Donc c'est en train de se faire avec des électrolyseurs, avec de la biomasse, avec toutes ces technologies qui sont en train de se développer. Chaque pays a ses feuilles de route de gigawatts d'installations d'électrolyse pour fabriquer des hydrogène décarboné. Nous, on a je crois, 6 gigawatts d'objectifs en France pour fabriquer 600 000 tonnes, ce qui est à peu près 20-25% de notre consommation d'hydrogène. Donc c'est en train de se faire dans tous les pays. Et j'allais dire aujourd'hui, les projets en tout cas que j'ai en visibilité de stations d'hydrogène
pour les mobilités, je n'en connais pas une qui n'a pas prévu de s'alimenter sur de l'électricité décarbonée et de fonctionner sur de l'électrolyse. Ouais. Ou de la biomasse. Ou de la biomasse. Mais parallèlement à ça, les électrolyseurs montent en capacité maintenant. Gigawatts. On arrive à faire 5, ça, on va faire 10 bientôt. Donc, enfin, honnêtement, réellement, l'évolution des capacités de production sur la mobilité, elle sera essentiellement centrée sur de l'hydrogène vert. Tout à fait. Mais sur la mobilité, mais aussi sur l'industrie. Comme je disais, les 70 millions de tonnes, d'en faire plus de 20% en hydrogène d'ici 10 ans, c'est énorme comme gap, comme capacité. Je voulais ajouter qu'il y a à peu près 250 stations hydrogène en Europe, ce qui n'est pas énorme finalement. Et il y a une accélération qui est donnée. Alors bien sûr, c'est encore les Allemands qui en ont eu la moitié. La moitié est en Allemagne. Et ils ont un plan de casser le cercle vicieux de la poule et de l'œuf. Ils disent oui, on n'a pas les véhicules, on n'a pas les stations, etc. Eux disent on met les stations, les véhicules viendront. Ça représente quoi? Quelques centaines de millions d'euros. Globalement, c'est pas énorme par rapport à l'enjeu. On va prendre une dernière question et ensuite on pourra échanger après la table ronde. Bonjour, Valentin Bourg, étudiant à Rémétier. Je voudrais revenir sur le V2G parce qu'en fait, je me posais la question surtout sur l'impact au niveau des batteries de devoir réinjecter de l'électricité qu'on a pris des bornes, tout simplement. En fait, les batteries, suivant les technologies qui sont utilisées, on peut les charger plus ou moins rapidement et elles ont des nombres de cycles sur lesquels on va pouvoir les utiliser. Et en plus, ça dépend de la température, de savoir si elle est très vide et qu'elle va être très pleine. Vous avez dû entendre parler qu'il faut charger la voiture entre 20 et 80%. C'est mieux pour la voiture. Bientôt, quand on voit des chargeurs très puissants, et on pousse aujourd'hui, on voit beaucoup de marketing sur les chargeurs très très puissants, il y a un vrai sujet sur le fait que ça vient dégrader la batterie et la faire vieillir beaucoup plus vite. Et en fait, comment on apporte la preuve à ça? C'est que quand on réfléchit au stockage d'énergie, qui est d'ailleurs utile pour produire de l'hydrogène, parce que les énergies intermittentes, si on les stocke, ensuite on a de l'énergie comme un barrage qui fournit de l'énergie. Quand on regarde les électrochimies, quelles sont les technologies à utiliser pour savoir si c'est dans le sol, pas dans le sol, etc., on se rend compte que ceux qui fabriquent les piles nous disent attention, ces batteries-là, les nombres de cycles, ça dépend de la température et de comment vous les chargez. Alors moi j'ai posé la question, je dis mais dans la voiture, comment ça se passe? Ils disent c'est pareil. Et alors qu'aujourd'hui, on fait croire à tout le monde qu'on va faire le plein, on est à l'époque du plein, qu'on va faire le plein avec sa voiture en quelques minutes sans arrêt. Donc pour le véhicule to grid et comment ça se passe pour la voiture, oui, je pense qu'on n'aura pas trop tendance à accepter qu'on fasse des milliers de cycles comme ça sur sa voiture, parce on l'aura acheté, ou loué, et on ne voudra certainement pas que quand on la rende, on nous dise ça va coûter des sous. Voilà. Donc c'est pour ça que le véhicule hybride, c'est intelligent, mais c'est un peu comme en informatique, on a ce qu'on appelle des switches. On veut pouvoir garantir du débit à tout le monde, donc on a un truc intelligent qui va remettre un peu d'énergie, mais il faut que ce soit vraiment pour que ce soit de temps en temps, quoi. Très bien, merci à tous, et puis on reste disponible s'il y a encore des questions. Bonne fin de journée. Merci.